D'abord, je suis ravi de vous retrouver car nous allons vivre ensemble une semaine clé pour la vie politique dans ce pays. Le problème, c'est qu'elle commence, Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. De manière très curieuse cette semaine. Est-ce que vous considérez que nous sommes face à une affaire politique ou une affaire privée? Et est-ce que François Hollande, pour reprendre d'une certaine manière l'éditorial de l'opinion, est une sorte de Tartuffe imprudent? C'est violent. Hein, bon, oui, bien sûr, mais Tartuffe, il est victime surtout de cette habitude de penser qu'il peut rouler tout le monde. Bon, alors le fait lui-même, c'est sa vie privée. Moi, je fais partie des gens qui tiennent beaucoup à la distinction entre les deux. Mais on voit bien qu'il y a un impact public, au moins sur un plan. Ça nous intéresse, la sécurité du président, par exemple. On est d'accord, on n'est pas d'accord avec lui, mais ça nous intéresse. On ne peut pas considérer que c'est son affaire privée de savoir s'il est en sûreté ou pas. Je prends cet exemple parce que, comme il est un peu à la marge du sujet, ça m'évite de le commenter, le sujet lui-même, c'est-à-dire la nature de ses relations amoureuses. Donc, ça a un impact politique. La nature de l'appartement dans lequel il se rend. Tout ça a fini par... Et puis après, j'ai mon âge, moi j'ai 62 ans, vous-même vous n'êtes pas un jeune homme, nous savons tous que le temps passant, on apprend à bâtir un équilibre entre nos passions, entre nos devoirs, car nous avons des devoirs, et des fois ces devoirs font souffrir, s'imposent à nous, et il faut le savoir. Donc moi je pense qu'il devrait être d'habitage... qui n'a pas le sentiment justement de ce qu'on appelle le corps du roi en histoire politique. Je pense qu'il devrait davantage habiter par la fonction. Parce que quand on est habité par la France, par son devoir, alors tout d'un coup, bien sûr on va souffrir, ça n'enlève rien à ses passions, ça n'enlève rien à ses inclinations, mais la vie aussi, ce sont ses choix d'équilibre personnels. Voilà. Jean-Luc Mélenchon, vous êtes vous adorez l'histoire et la littérature. Dans le registre que vous définissez idéalisé, il n'y a que le général de Gaulle. Non, il y a... Non, je parle de l'histoire politique récente. Mais pourquoi pas? On peut... Non, il n'y a pas que le François Mitterrand, il avait aussi sa femme, entre guillemets, officielle à l'Élysée, et sa compagne à l'extérieur. On ne va pas entrer dans ce détail, parce que mais les gens parlent, parce que c'est une réflexion. Je comprends, mais vous me demandez mon avis. Moi, je ne fais pas un commentaire d'historien, je vous fais un commentaire politique d'un moment précis. Je ne veux pas discuter de sa vie privée, car c'est une règle d'acier pour moi, mais cependant... voilà, je crois qu'il faut savoir être habité. Et dans François Hollande, la tartufferie est permanente. Il est tout le temps en train de penser qu'il va se moquer du monde, passer par-dessus tout. Il nous a fait des discours sur la finance avant de la cajoler. Il se présente comme socialiste, mais le MEDEF n'a jamais eu autant qu'aujourd'hui son rond serviette. Oui, mais on y vient. C'est le fond de l'affaire. Je vais rester sur le premier sujet, parce que l'opposition qui au départ a été prudente. Par la voix de Jean-François Copé. Jean-François Copé, ce week-end, a commencé à dire lentement, mais sûrement, que tout ça était désastreux pour l'image de la France. Donc, sur ce point précis, est-ce que vous êtes d'accord? Non, ça c'est du... Non, nous sommes tous... Copé. Je crois que nous avons tous, et M. Copé sans doute aussi, M. Fillon, qui vous voulez, nous avons tous un véritable blocage à l'idée de l'exposition de la vie privée. Et je pense que les médias devraient aussi s'astreindre à une certaine réserve. Par exemple, en France, ils sont relativement discrets, même ce matin. Oui, c'est vrai. Mais par exemple, quand l'Express s'est amusé à raconter les liens de paternité de Madame Marion Maréchal Le Pen, c'est donc à l'extrême, c'est ce que je combats le plus politiquement, mais je suis choqué que cette femme soit prise à partie sur qui est réellement son père. Je trouve ça odieux. Bon, je pense que chacun doit faire l'effort de bien distinguer. Alors là, je vous le dis, il faut qu'il soit habité par la fonction. Moi, j'aime ma patrie. Monsieur Durand, tournons pas autour du pot. Je suis un opposant. Et moi, je m'astreins à une discipline de vie absolument de fer, pour être, si demain le pays le décidait, prêt à diriger. Alors quand même, quand on est dans la fonction, on peut faire un petit effort aussi, et considérer que la fonction est plus importante que sa personne. Est-ce que vous considérez de ce point de vue-là qu'il y a un tel parasitage sur la ligne qu'il faudrait différer la conférence de presse pour qu'on puisse enfin, après clarification, parler des questions sérieuses? Mais on parle des questions sérieuses. Nous ne faisons pas non plus... Le cérémonial médiatique n'est pas la réalité. L'affaire est pliée. Ce que veut François Hollande, tout le monde le sait. Il n'est pas faible, il est trompeur. Ce n'est pas pareil. Il applique depuis le jour où il est arrivé à l'Élysée une politique que j'ai décrite il y a maintenant presque 10 ans dans un bouquin qui s'appelait Enquête de gauche. Cet homme est atlantiste. Il a tout signé avec les Nord-Américains. Deuxièmement, il est libéral. Il fait la politique des libéraux.
libéraux. Troisièmement, mais c'est ce qui est attendu dans la conférence de presse. C'est ce qui est attendu dans la conférence de presse de demain. Mais qu'est-ce que vous, Monsieur Durand, vous êtes un observateur de la vie politique française, tellement averti que ne jouez pas la comédie. Vous savez très bien de quoi il s'agit. L'affaire est dite depuis la conférence de novembre dernier, quand il a commencé à parler de la politique de l'offre, qu'il a trouvé que le coût du travail était trop fort et qu'il a annoncé 20 milliards de cadeaux au patronat payés par la TVA des pauvres gens. Ça s'appelle le socialisme du réel, alors que vous seriez le tenant d'un socialiste rêvé, idéologique, ça, oui. historique. Oui, c'est ça. Ça, c'est le truc. Alors eux, ils sont dans le réel et nous, mais non, mais c'est nous qui sommes dans le réel. Moi, je suis dans le réel quand je vous dis qu'il n'y a jamais eu autant de pauvres dans ce pays, qu'il n'est pas normal qu'un pays aussi riche compte autant de gens qui sont dans le dénuement absolu, que tous les jours, les gens n'arrivent pas. C'est leur explication du retournement. Ils disent maintenant, il faut demander au patronat de nous aider pour les emplois, parce qu'avec les emplois aidés, on n'y arrive pas. C'est ça la logique qui est présentée. Oui, c'est ce qu'ils racontent, mais on n'est pas obligé de les croire. Quand même, ils devraient eux-mêmes se dire, mais tout ce que le patronat, le MEDEF, hein, parce qu'il faut bien... Là aussi, il ne faut plus jouer avec les mots. On dit patronat comme si c'était pareil, le patron de Total et le patron de la petite entreprise où ils sont 4 ou 5 compagnons. Ça n'a rien à voir. Comme toujours, les gros se cachent derrière les petits, poussent devant les petits patrons pour faire oublier à quel point eux se gavent. La France est un pays où maintenant il faut taper du poing sur la table pour que l'investissement soit plus fort que les dividendes, pour qu'on partage, et vous verrez que ce pays, Guillaume Durand, nous ne sommes pas condamnés à la situation horrible que nous vivons. C'est un choix idéologique. Et tous ces trompeurs, ces menteurs qui sont là, qui disent « Ah bah, c'est le réel, on ne peut pas faire autrement, blablabla. » Plein de questions. Oui, je vous en prie. Les unes après les autres. D'abord, est-ce que vous considérez qu'il y a une certaine forme de rupture entre, puisque vous connaissez bien l'histoire de la gauche, entre François Mitterrand, que vous avez bien connu, Lionel Jospin, vous avez travaillé avec lui, et François Hollande? Absolu. Non, mais c'est important, cette affaire-là. Total. Est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre ces trois participations de la gauche au pouvoir? Elles ont des points communs, cela va de soi. L'appui sur le Parti socialiste et les forces populaires, bref, je ne vous fais pas le total. Mais la différence dans l'action est fondamentale. François Mitterrand crée la retraite à 60 ans, François Hollande, la retraite à 66 ans. Lionel Jospin crée les 35 heures. François Hollande est en train de les démonter, pire encore que M. Sarkozy. Donc on voit bien que sur le plan du contenu, c'est peut-être contestable par vous ou par d'autres, mais pas par moi. Donc admettons qu'il y a un débat sur le sujet de la matière économique, parce que pour l'instant... Mais alors, il serait quoi dans l'histoire de la gauche? Guillaume Durand, les donneurs de leçons que j'entends pérorer sur leur réalisme et tout ça depuis des années, pour l'instant, ont ruiné plusieurs pays en Europe, sont en train de ruiner la France, et leur résultat est désastreux. Donc peut-être qu'on pourrait écouter de temps en temps ce que des gens comme moi, qui n'ont rien d'illuminé ni d'irréaliste, proposent sur le plan économique, et qui est capable de relancer et le pays et l'Europe. Mais bon... Vous savez qu'il le nie. Qu'il quoi? Vous savez qu'il le nie. Il nie quoi? Mais il nie que les propositions qui sont les vôtres, à la fois sur le plan économique et sur le plan européen, soient, disons, applicables dans un pays qui vit dans un système capitaliste mondialisé. Bien sûr. Et ben dans un système capitaliste mondialisé, il y a moyen de faire beaucoup mieux que ce qu'ils sont en train de faire. Mais ce que vous me dites, parce que tout à l'heure je vous ai entendu avec beaucoup d'intérêt, parce qu'il y a eu plusieurs Mélenchon, celui qui a soutenu François Hollande, je parle après le deuxième tour. Non, je ne l'ai jamais soutenu, j'ai appelé à voter pour lui. D'accord. Vous avez raison. Je voulais faire battre M. Sarkozy, c'était bien le seul moyen que j'avais. Après, vous êtes devenu extrêmement critique, puis à un moment, je vous suis avec beaucoup d'attention, le lecteur de votre blog, à un moment, vous dites au fond, pourquoi pas moi, Premier ministre, ça serait la marque d'une inflexion politique, mais aujourd'hui, Mélenchon, il est quoi? Il est un opposant irrésolu, définitif, mais jusqu'à la prochaine présidentielle. Je suis un réaliste, c'est-à-dire que j'accompagne le mouvement de l'opinion. Moi, j'ai une expérience, comme d'autres, mais j'ai une expérience qui me permet de sentir les choses. Je sais qui est François Hollande, je le sais depuis le premier jour. Je l'ai décrit politiquement alors que nous étions dans le même parti encore, tous les deux. Donc, je sais qui il est. J'ai commencé par dire, nous devons battre M. Sarkozy, parce que, pas la personne de M. Sarkozy, qui est peut-être un homme très sympathique, je ne le connais pas, mais la politique qu'il suivait. Nous avons voté parce que c'est la Constitution qui veut ça. On ne peut pas faire autrement. Nous avons voté pour Hollande. Après, j'ai immédiatement dit on ne vote pas son budget. Ça ne tient pas debout. Mais mes camarades à l'Assemblée nationale n'ont pas été d'accord avec moi. Ils se sont abstenus. Donc en 2017, vous serez candidat. Vous serez candidat. Mais non. Ce n'est pas une manière de vous réinsérer dans la politique politicienne. Mais vous serez candidat pour, au fond, face à tous les autres, défendre une politique qui est la vôtre. Je suis candidat, là, à cette heure-ci,
à diriger le pays. C'est pourquoi j'ai dit une fois, je suis prêt à être Premier ministre. Je ne veux pas qu'on croie que nous sommes installés dans une espèce de magistère de la protestation. Non, ce n'est pas ça que nous faisons. Nous avons construit un programme. Donc vous pourriez encore participer à l'équipe Hollande aujourd'hui? Non, diriger le pays, c'est pas pareil. Ah oui, mais par quel moyen démocratique? Mais le seul moyen démocratique qu'on a, nous avons une majorité qui a été élue par des gens de gauche. Il n'y a pas un député socialiste sans voix du Front de gauche. Il n'y a pas un député de Front de gauche sans voix socialiste. C'est le chef de l'État qui choisit où il met le curseur. Nous l'avons élu, il faudra peut-être s'en rappeler. Donc nous avons aussi des droits. Eh bien, il peut, quand il veut, choisir de mettre le cap à gauche. Et dans ce cas, il a une équipe qui est prête, avec des dirigeants qui travaillent. Moi, j'ai encore passé tout mon été, toutes mes vacances de Noël, à observer de près telle ou telle politique, à travailler. Ceux qui ironisent disent en Amérique latine, donc loin de la France, probablement pour se ressourcer, c'est ce que vous expliquez d'ailleurs avec beaucoup de détails dans votre blog. Mais en même temps, on se demande où est le Front de gauche aujourd'hui. Par exemple, les relations avec le Parti communiste, Attendez, mais Guillaume Durand, une première chose, pas de mépris, s'il vous plaît. J'ai entendu M. Michel Sapin faire le malin, lui qui n'arrive à rien et qui ne réussit rien, dire nous ne sommes pas la gauche tonitruante, nous sommes la gauche qui agit. La gauche tonitruante dans le petit pays qu'est l'Équateur, vous voyez, je ne vous parle pas du Venezuela ou d'autres, dans ce petit pays a fait reculer de plus de la moitié l'extrême pauvreté, a développé tous les investissements du pays et fait baisser le chômage à 4%. Quand M. Sapin, non tonitruant, sera capable d'en faire autant, il viendra donner des leçons. Vous savez bien qu'il n'y a pas d'assimilation possible entre l'Amérique latine, l'Amérique centrale et nous. Bien sûr. Mais alors, dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on propose à tous les pays du monde la même politique? Monsieur Durand, on dit « Ah non, c'est pas pareil quand il s'agit des solutions de gauche. » Mais quand il s'agit des solutions libérales, là oui, c'est pareil pour le monde entier. Bien. Donc ce que je veux vous dire, c'est que le devoir d'un dirigeant politique, c'est d'étudier, de ne pas être arrogant, d'aller voir comment ça se passe, d'emprunter des bonnes idées ici, là, partout, pour voir comment il pourrait les faire profiter pour son pays. Moi, je ne me résigne pas à ce que la politique de la France soit résumée à savoir comment on va payer la dette. La France est un grand pays. Nous tirons des satellites, nous savons faire des trains à grande vitesse. Nous devons absolument faire bifurquer le modèle de production d'énergie. On sait le faire, on sait installer des hydroliennes, on sait faire toutes ces choses-là. Pourquoi passe-t-on son temps à cette politique misérable qui fait que la France est rabaissée, pas parce que le chef de l'État est en scooter, mais parce qu'elle n'apporte rien, ni comme message, ni comme réalisation. Voilà, moi, ce qui me travaille. Nous pouvons faire de très grandes choses. Vous comprenez pourquoi je m'impatiente? Jean-Luc Mélenchon était l'invité de Radio Classique et de LCI ce matin. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Donc la conférence de presse du chef de l'État, c'est demain. Il y a de l'argent public et il est clair que Valérie Trierweiler ne pourra pas rester première dame si François Hollande ne le souhaite pas. Donc de ce point de vue-là, il y a des échéances. Il y a notamment un dîner d'État aux États-Unis le 11 février avec les Obama qui commence à être préparé. Le protocole commence à travailler sur le sujet. Michelle Obama avait prévu un programme privé avec Valérie Trierweiler. Bon, il faut maintenant savoir si ce déplacement aura lieu. Que ce soit dans la presse ou dans la rue, la réaction des Américains est finalement toujours la même. Ils ne sont pas tellement surpris. Cette affaire confirme le cliché qu'ils ont sur la France, un pays où les mœurs sont légères, où l'adultère est monnaie courante et où même le président peut se permettre une affaire extra-conjugale. Ce qui surprend nettement plus, ce sont les détails sur la sécurité de François Hollande. Impossible une seconde ici d'imaginer Barack Obama quitter la Maison-Blanche sur un scooter. Il ne se déplace pas sans une quarantaine de véhicules. Impossible aussi d'imaginer qu'il puisse appeler au respect de sa vie privée. Ici, la barrière vie privée, vie publique n'existe pas à ce niveau de responsabilité. Un président se doit d'être irréprochable dans son couple. En plus de 200 ans d'histoire, un seul président américain a divorcé, Ronald Reagan, et c'était des années avant son élection. Pourquoi me dis-tu que tu m'aimes? Pourquoi te mentir à toi-même? Entre nous deux, les mots sont superflus. J'ai deviné que tu ne m'aimais plus. Pourtant, tu sais si bien me prendre, avec des mots câlins et tendres, que d'un baiser je n'ai su me défendre. Et j'ai crié dans un rêve éperdu. Redis-moi tes mensonges, tu
sais si bien mentir que mon cœur même y prend plaisir.